Alors d'abord, je suis très heureux d'être ici parce que ça reprend tout un travail qu'on a fait avec Patrick Baudry, ici présent, et Alain Mons dans les années 2000 sur ces questions des imaginaires urbains et qui a été un peu violemment arrêté pour des problèmes et autres. Donc je dirais que ma compétence autour de la question de l'urbanisme, c'est d'avoir été chargé d'études et puis directeur d'études d'un cabinet spécialisé dans la valorisation du patrimoine. On y reviendra pendant une dizaine d'années, dans le milieu des années 80 jusqu'au milieu des années 90. Et puis j'ai été ici à la Maison des sciences de l'homme, associé à plusieurs études sur la question urbaine, notamment par Jean-Pierre Augustin, mais aussi par Patrick Baudry ici présent. Et j'ai fait ma thèse sur la ville balnéaire. Par ailleurs, j'ai participé à plusieurs concours internationaux d'architecture, puisque je collabore régulièrement avec des architectes, et notamment avec Nasrine Serradji, qui est actuelle directrice de l'école d'architecture de Paris-Malaquais. Alors, si j'essaie de m'inscrire dans les problématiques de ce séminaire, ce que j'ai à peu près compris, qui est autour des enjeux culturels de l'imaginaire des cités, je cite, donc, à travers le processus de valorisation d'un lieu par ses scènes imaginaires. Alors moi, j'ai choisi de m'interroger sur ce que l'on a essayé de mettre en concept qui s'appelle, qu'on avait nommé plus ou moins, non pas les pratiques urbaines, mais les pratiques de l'urbain. J'essaierai de m'expliquer sur cette question-là, mais à travers une forme ordinaire, puisque j'en renvoie toujours quand même à une question, je dirais, ethnographique. J'appellerais ça l'action scénique urbaine autour du passage. Hein. Et je définirais à trois niveaux cette question du passage comme donc un geste scénique, déjà, de présentation de soi en public. Hein. Passer, c'est effectivement jouer avec son corps dans un espace, mais aussi une forme d'intelligibilité de la ville moderne et de l'urbain contemporain. J'expliquerai pratiquement tout de suite pourquoi, en même temps qu'une forme fictionnelle, productrice d'images de l'urbain, notamment par l'art. On n'aura pas le temps de tout évoquer, que ce soit les arts plastiques, le cinéma, la photographie urbaine, etc. Et ce n'est pas un hasard. Avant de parler, parce que j'essaie d'être pédagogique puisqu'il y avait des étudiants, de ces questions-là, je dirais qu'aujourd'hui, dans le débat sur l'urbanisme, posé notamment par des urbanistes comme David Mangin, plusieurs questions se posent sur la place du passage. Je renvoie aussi d'ailleurs au dernier, je crois au dernier numéro de la revue Esprit sur un très bel article de Mangin sur l'espace public. J'y reviendrai. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, l'aménagement des espaces publics joue comme principaux supports de la mobilité. Hein, cette question que François Hacher d'ailleurs posait de façon très très importante sur qu'est-ce que c'est que la mobilité dans l'urbain contemporain. Alors plusieurs questions se posent, j'y répondrai pas, je les pose, j'y répondrai peut-être à certaines. Première question, comment se développe en Europe, je dis bien en Europe parce que ce n'est pas du tout la même chose ailleurs, la recherche d'un partage de l'espace entre les différents modes de déplacement urbain, le fameux multimodal. Bon. J'ai participé notamment à un grand concours sur la gare de Luxembourg, sur ces questions qui se posaient, puis ailleurs aussi, de façon cruciale. J'y reviendrai pourquoi. J'y reviendrai pour vous dire pourquoi ça m'intéresse. Donc, assez récemment, je dirais dans une dizaine d'années, la marche et le piéton font retour et ont été pris en compte. Hein, alors que, jusqu'à présent, il demeure encore l'usager majoritaire des espaces publics, hein, le piéton, mais, enfin au moins dans la vie dense, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec cette prise en compte et pourquoi on prend en compte? Une autre question, comment la marche est désormais érigée en pivot des politiques de partage de l'espace public?
qui donne lieu à beaucoup de légifération, à beaucoup de politiques culturelles. On a parlé du théâtre, mais aussi la danse urbaine, il y a le cirque, il y a beaucoup de choses. Mais si je me mets à mettre en scène cette question du piéton, c'est évidemment en rapport avec l'objet technique majeur qui a fait l'urbain, enfin la ville d'abord, et peut-être l'urbain encore, c'est l'automobile. Pourquoi bon, et on n'a pas encore résolu cette tension entre les transports en commun, l'automobile, le tramway et l'automobile, etc. etc. Mais ce qui est nouveau avec la prise en compte du multimodal, c'est que l'automobile, les transports en commun sont envisagés maintenant dans la relation à la marche aux piétons. Je rappelle par exemple que le tramway était désigné comme l'écraseur. Puisque le mode du tramway, je parle évidemment au début du XXe siècle, mais il y avait même au XIXe siècle le tramway à cheval, enfin bon, c'est très technique, mais c'est-à-dire cette utilisation de la traverse qui régulait quelque chose d'un mouvement à travers la ville, à la fois mécanique et à la fois animal. Hein. Et c'était d'ailleurs, c'est très intéressant puisqu'aujourd'hui le tramway contemporain c'est plus le train. Bon. Et alors comment la marche est désormais considérée comme un mode de déplacement en tant que tel, avec la question finalement du passage d'un mode de déplacement donc à un autre, je me dis, mais avec la question fondamentale, c'est que on la relie et de plus en plus dans une articulation avec d'autres activités urbaines, dont évidemment la consommation, les loisirs, la culture, évidemment, ou l'entertainment, la détente, les loisirs, hein, je l'ai dit. Bon. Donc, ça pose problème. Ça pose problème. Alors, je vais revenir à ma démarche, un peu d'un point de vue pédagogique, pour essayer de comprendre, je dirais, elle se définit en 3 temps, ma démarche. Hein, d'abord, une enquête socio-historique documentaire. C'est toujours comme ça que j'opère. Bon, peut-être parce que j'ai été formé par des historiens, de l'art certes, mais quand même des historiens. Donc, cette question de la socio-historicité est très importante parce que si j'évoque cette question du passage, évidemment, je dois tenir compte de l'historicité, et j'y reviendrai, de cette forme, hein. Puis une enquête ethnographique, c'est-à-dire aller sur un terrain particulier, afin de pouvoir peut-être élaborer une analyse esthétique et anthropologique des images de l'urbain contemporain. Alors, mon enquête documentaire, donc socio-historique, m'a conduit à travers la littérature spécialisée sur la question urbaine à analyser une série de textes comme un montage, c'est-à-dire j'établis toujours à travers des textes, et effectivement en cela je suis très fidèle à Benjamin. On a peu compris cette méthode du montage, mais qui l'emprunte évidemment aux avant-gardes littéraires, mais qui est très très importante. Montage de citations, mais aussi montage de textes dans une spatialité poétique. Hein. Et donc cette série de textes, pour moi, elle permet de suivre une certaine généalogie possible, hein, en énonçant et en rendant visible le passage en tant que forme sensible de l'urbain. Alors, bien sûr, je dirais forme sensible de l'ordinaire, hein, de l'urbain. Donc quand je dis de l'urbain, ce n'est pas une forme sensible urbaine, hein, attention, puisque pour moi l'urbain, c'est la production de l'ordinaire, j'y reviendrai. Donc, bien sûr, il ne s'agit pas, à travers mon discours à prétention scientifique, excusez-nous, bon, on est à l'université, de comprendre les universaux attachés à cette forme sensible, auquel l'histoire apporterait, avec ses circonstances, un certain nombre de modifications. Non, je dirais que dans l'analyse, pour reprendre Foucault, des positivités de l'urbain, ce qu'il appelle l'a priori du document, il s'agit donc de ressaisir des singularités pures, hein, pas d'essence, d'espèce, hein, comme il a pu le montrer à propos de l'histoire de la folie, l'histoire de la sexualité, etc., l'histoire des punitions, hein, etc., mais considérer des singularités absolues dans un monde d'aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui. Comment on peut considérer des singularités, et donc pas de forme pure de l'urbain, ou pas de forme pure du passage, hein, bien sûr. Mon terrain,
Bah, j'ai pris la métropole bordelaise parce qu'on avait travaillé avec Patrick sur les quais au moment où Corajou, le projet Corajou, et on avait travaillé notamment avec l'agence d'urbanisme, et je connais bien, pas le temps malheureusement d'expliquer trop ce projet, parce qu'il est très long, il est sur plus d'une dizaine d'années. Et puis j'ai oublié de dire que j'ai rédigé une partie, une importante partie de la grande exposition qui a eu lieu sur les quais en 2005, pardon, à Arc-en-Rêve, qui présentait l'ensemble des projets urbains pendant une dizaine d'années. Alors, j'ai notamment travaillé sur des commandes photographiques, hein, de photographes contemporains, avec lesquels je m'étais amusé à faire des légendes, à mettre en scène, en scénario même, hein, en scénario, ces questions qui ont donné d'ailleurs lieu à des débats. Voilà. Alors pourquoi Bordeaux? Bon, pendant 10 ans, je me suis baladé en France et en Europe, où j'ai travaillé notamment sur Lyon, enfin, sur des villes aussi frontalières, etc. Mais bon, Bordeaux, parce que c'est aussi quelque chose qui m'intéresse, et qui intéresse beaucoup de monde, puisque nous sommes à Bordeaux, évidemment, le lieu de Agora, hein, qui est donc le grand festival d'architecture, enfin la grande biennale d'architecture en France, sur l'urbanisme et le design. Alors, pour ceux qui voudraient avoir de l'information, je note, c'est Libé qui dépeint Bordeaux, ça m'intéresse beaucoup, toujours, hein, mon rapport au document, ce qui est dit, sans interprétation. Hein. Le montage, c'est pas l'interprétation, le montage, c'est confronter, c'est faire jouer de façon presque plastique l'énonciation. Ça, c'est aussi une méthode que la poésie contemporaine utilise beaucoup. Hein. Le fameux modal dont parle notre ami François Laplantine. Donc, 2012, hein, voilà comment est assez brillamment écrit par une jeune femme que j'aime beaucoup, Anne-Marie Fèvre. Toute métropole en construction se doit d'étaler ses stars d'architectes, la starisation de l'architecte, de doser figures locales et jeunes concepteurs. J'aime beaucoup. Côté français, Nicolas Michelin mène les chantiers. Nicolas Michelin, il a eu le Grand Prix d'architecture, d'urbanisme il y a 2-3 ans, je sais pas. 2009, non, comme ça. En 2008, il y a eu Mangin, je crois que c'est en 2009. Bon, on y reviendra. Il coordonne les bassins à flot, a conçu un ensemble au quartier d'Armagnac, livré en septembre, et suit la requalification recentre. Très intéressant, puisqu'on travaille à la fois... alors là, justement, il y a des projets de territoire, puisque c'est à la fois les deux rives, évidemment, la requalification de la grande cité, le Grand Parc, pour ceux qui savent, et puis le centre ancien, c'est-à-dire recentre, c'est assez intéressant cette question. Le centre ancien, par exemple la rue Kléber aujourd'hui, on réanime la rue Kléber. Ça pose quand même une question. Hein. Donc Jean Nouvel, qui signe plusieurs logements à Armagnac et à Lormont. On repère Lacaton et Vassal, enfants du pays, Chemetov, Riccioni, Paul Andreu, vous voyez, c'est pas rien. Peter Rechen, etc. Donc Marc Barani, qui était le fameux commissaire d'Agora 2012. Hein. Et puis je citerai ici quand même, bon, bien sûr, les paysagistes Corajou et Michel Desvignes, qui sont pas les plus importants en France. La jeune agence King Kong, que j'aime beaucoup, et qui a travaillé notamment ici sur la place de la mairie, là, comment ça s'appelle, c'est la place Péberlan, voilà, où ils ont évacué totalement les automobiles. C'était un projet extraordinaire, jeune agence comme ça, ils sortaient de l'école. Hein, voilà. Donc, vous voyez comment on construit un espace métropolitain à partir d'une mise en visibilité, d'une ville en projet, d'une ville justement en action. Et on ne s'étonnera pas que les portraits du maire, qui se confond d'ailleurs à celui qui préside la communauté urbaine de Bordeaux, se côtoient et dans une espèce de débat d'ailleurs intéressant, intelligent,
mais rude, puisque ce qui est en jeu, Michel Lussot l'avait déjà montré à propos de la ville de Tours, c'est évidemment les élections municipales et la place du maire dans la ville, hein, comme le grand ordonnateur, on pourrait dire ça comme ça. Mais aussi, alors Patrick me dira, la communauté urbaine, pour faire face, a mis en place un comité de développement durable, comment ça s'appelle, un conseil de développement durable, c'est comme ça, que dirige donc une amie, une collègue, qui philosophe. Voilà, c'est un peu autour de cette question du développement durable, qui s'appelle Fabienne Lugère. Voilà. Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe, évidemment, dans l'historicité? Alors, c'est compliqué. Je peux peut-être faire un pas à pas. Alors, pour les étudiants, je citerai ma série. Si je fais toutes les citations, on en a pour des heures. Mais c'est pas grave. Non, mais j'essaye d'être pédago. Je dirais, depuis le milieu du 19e siècle, les postures corporelles, comme technique du corps liée à l'art de l'habiter, ont été notamment captées en situation par la photographie, le cinéma et la vidéo. Plus tard, bien sûr. Mais ce qui est important, c'est qu'elle nous introduit dans un rapport à l'invention du temps de la ville. En effet, que ce soit la photographie de rue, qu'elle soit d'ailleurs, alors je précise, dans le milieu de l'art ou dans ce que j'appelle les médias, c'est-à-dire en fait les pratiques même amateurs, etc., quelque chose d'une représentation de l'espace et des pratiques ordinaires de la ville se met en scène à travers ce phénomène de captation voilà, urbaine. Donc on peut par l'image passer d'un lieu à un autre, par le montage des images, hein, on fait défiler des images et on passe eh bien, de Bordeaux à New York, etc. On peut voyager avec les images. Hein. Aujourd'hui, d'une certaine manière, on entre en scène, ou l'imaginaire urbain entre en scène parce qu'il est à la fois pris dans une nécessité par la mondialisation de ce que Mangin appelle la ville franchisée, c'est-à-dire une nécessité de mettre en scène la ville afin d'attirer le chaland, mais aussi les entreprises, etc., de donner un style à sa ville, et à la fois aussi par la formidable médiatisation et déploiement, alors on le voit encore sur le net, de toutes ces images urbaines, hein, qui envahissent totalement le paysage. Alors, petit moment d'historicité, donc mon montage, c'est Georg Simmel, ça ne vous étonnera pas, Philosophie de la modernité, Walter Benjamin, Paris, capitale du 19e siècle, juste l'introduction exposée, voilà, en 1939, parce qu'il y a beaucoup plus de versions. Ça, c'est mon premier segment. Deuxième segment de mon montage, Guy Debord, Théorie de la dérive, qui a été repris dans l'International des stationnistes en 1956, et puis bien sûr la déclaration d'Amsterdam que tout le monde connaît. Henri Lefebvre, La vie quotidienne dans le monde moderne, qui paraît en 1968, extrêmement intéressant, et qui reprend une synthèse de ces deux ouvrages, dont un est paru en 1958, 10 ans avant, dans lequel il va revenir, il fait un retour sur les années 50 et les années 60, sur cette question de l'urbain. Jean Baudrillard, Le système des objets, la question de fonctionnaliser le quotidien. Henri Lefebvre, bien sûr, sur la question de la production de l'espace, et la question donc qui pose sur l'appropriation, le corps, l'urbain. Ça, c'est ma deuxième section. Troisième section, on n'aura absolument pas le temps de tout faire, mais c'est juste pour dire comme j'ai travaillé. Jean-François Goyard, Pas à pas, très important, un livre qui n'est absolument pas lu par personne, mais qui est très très important, qui est un peu cité, qui s'appelle Pas à pas, où il reprend la question de la rhétorique urbaine. Et puis, bien sûr, donc Michel Sardou qui reprend ça dans l'invention du quotidien, mais tout le monde connaît. Goyard, aujourd'hui, travaille beaucoup sur la question des ambiances sonores, des ambiances urbaines. À mon avis, c'est un titre très intéressant parce que c'est aussi un musicien, c'est aussi un artiste aussi. Et puis, quatrième moment, je dirais, autour
autour des travaux de la Plantine, mais on n'aura pas le temps de... Voilà. Autour de cette anthropologie du sensible, enfin, il y a aussi Alain Mons, hein, Patrick, etc., voilà, qui est en train de se faire, quelque chose se passe là, mais c'est un quatrième moment qui est plus évidemment lié à la mondialisation, c'est encore très ethnocentré, Certeau, même si il compare, enfin c'est occidental, on va dire, avec la ville américaine, tout ça, il est bon là-dessus. Donc voilà, sur ce travail-là, qu'est-ce qu'il en ressort? Ben, il en ressort beaucoup de choses. Je l'ai lu, je vais vous le lire. Peut-être juste faire cette profondeur socio-historique. Quand Simmel... ce que je veux dire, c'est que la production de documents, c'est aussi une énonciation et une mise en visibilité de quelque chose qui, sans cette énonciation, sans cette mise en visibilité, est dans l'insu. Hein, ce qui m'intéresse, c'est travailler sur l'insu et comment quelque chose de l'insu, et même à notre insu, arrive et est mis en forme à un moment donné par un texte, par une photographie, par un langage, notamment artistique, puisque les artistes sont des sismographes, et puis après, on va dire scientifique, entre guillemets, voilà, scientifique, prend forme, on va dire. Donc, rapport entre geste scénique, forme fictionnelle, forme d'intelligibilité. Au moment où Simmel parle, il parle depuis Berlin, qui est la métropole en Europe, qui est la plus moderne. Benjamin parle depuis l'enfance berlinoise, mais aussi son amour de Paris, et il oscille toujours entre plusieurs figures à partir d'une poétique qui est celle de Baudelaire, mais si je reprends mes notes, on voit très bien que dans ses travaux sur la capitale, si je me mets à citer, ça ne va pas être possible, il hésite entre le bourgeois désœuvré, hein, le flâneur, hein, la figure du flâneur, c'est entre le bourgeois désœuvré, l'étudiant libre de son temps, et puis le citadin qui passe. Il n'y a pas autour du flâneur un personnage social très fixé. Hein. Donc il hésite parce que, on parlait de multiplicité, mais parce que aussi il ressent bien que dans cet acte là du passage, eh bien, ce qui est en jeu, c'est une conception même de l'urbanité, de l'urbain. Évidemment. Celui qui a son temps, ou celui qui est écrasé par le temps, celui qui est sans œuvre, parce qu'il a les moyens, etc., et qui peut comme ça flâner. Son travail sur les passages, il montrera tout de suite, et c'est encore d'ailleurs le cas aujourd'hui, comment finalement le dedans vient dehors, hein, comment le petit décor, petit bourgeois, s'étale dehors. Hein. C'est exactement, on le verra d'ailleurs avec les aménagements aujourd'hui, ce qui se passe. Le jardin est dehors, c'est-à-dire tout ce qui est sur l'autre d'un pseudo, ce que j'appelle, hein, du pseudo rapport au sujet, c'est-à-dire où il pourrait projeter le sujet citadin, quelque chose de son petit jardin, sa petite cabane, etc., et qui est totalement artificialisé, mais au sens d'une mise en scène hyper exposée. Une mise en scène hyper exposée, et d'ailleurs soumise à la caméra, soumise à des droits invraisemblables parce que tout ça étant encadré par des règles de sécurité, de disposition absolument incroyables aujourd'hui. Donc vous voyez comment il y a une tension qui existe, très forte, entre cette ville qui apparaît comme ville, avec une centralité, avec des institutions qui incarnent cette centralité, et on se préoccupe de ne pas être écrasé par les véhicules, et aussi, d'une certaine manière, alors je signale que Benjamin travaille entre ses premiers écrits, entre la guerre, enfin entre la Première Guerre mondiale va vraiment le traumatiser, il est jeune étudiant, mais disons entre les années 20 et 1940, enfin il meurt en 1939. Donc
quelque chose qui est un moment très très important, où d'un côté on a Paris, capitale du 19e siècle, et Berlin, capitale du 20e siècle. Hein, qui est, évidemment, on connaîtra après le destin de la construction du mur, etc. Hein. Alors, là, alors peut-être que je ferai quelques citations quand même, j'ai envie de... Pour les jeunes. D'abord, j'ai combien? 10 minutes? 20, je te donne 20 maximum. Voilà, Ouais, 20. Je double. Voilà. Bien sûr, ce qui serait très important dans cette théorie... Alors, je vais finalement peut-être faire que des citations, ça sera l'inverse de ce que je veux faire. Parce que si je vous mets à lire mon texte, allez, je me fais un peu plaisir, mais allez, pour la question de l'acte de passé, et puis après je reviendrai aux citations, pour vous montrer quand même qu'on ne parle pas de la même chose, hein, du tout. Le passant du 19e, le passant du 20e, et le passant d'aujourd'hui, dans la vie d'aujourd'hui, c'est pas le même. Alors, je dirais quoi? Je dirais que l'acte de passé engage une corporéité et se déploie dans une spatialité urbaine qui est toujours inédite, qui toujours convoque l'imaginaire urbain ou l'imaginaire de l'urbain. Il s'agit alors d'essayer de comprendre à travers ce qui fait image, comment ce que j'appelle l'intermédialité de l'apparaître informe, mais aussi dramatise l'urbain. Informe, mais dramatise l'urbain. C'est là donc entre la puissance de l'imaginaire, par exemple photographique, hein, qui va, par son dispositif, de plus en plus apte à saisir la vibration urbaine, hein, construire cette matière d'image comme un milieu sensible. L'histoire de la technique de l'enregistrement photographique renvoie à la fois à l'enregistrement du mouvement, mais aussi du micro-mouvement. Quelque chose qui se passe comme ça dans une saisie, dans une capture. Donc, l'action de se déplacer, hein, instaure en ville toujours, comme l'a montré Zimmer, de la relation de coprésence. Et c'est pas hasard s'il y a une poétique comme ça du vide, mais en réalité, c'est qu'on est toujours environné par l'autre, de l'autre. Mais qu'est-ce que c'est que cet autre, hein, aujourd'hui? Est-ce que c'est l'autre, lui il travaille, moi je suis chômeur, est-ce que c'est l'autre qui va me vendre quelque chose? Alors effectivement, là, à ce moment-là, je peux dénier cette relation de coprésence. Hein, ou alors être dans une fluidité, comme ça je fais du roller, je passe, je fais du skate, je passe, je glisse. Donc, d'une certaine manière, ça actualise une forme de reconnaissance. C'est-à-dire que c'est presque du Lévinas en acte, c'est-à-dire que le visage de l'autre nous interpelle en ville. Hein. Le sublime, c'est aussi parce que je suis plongé seul dans l'immensité du paysage. Mais ce qui fait écho, c'est entre moi et moi. Hein, entre moi et moi. Oui, vous avez vu les Animus. Voilà, ça c'est... bon, je pourrais montrer d'autres choses. Donc, l'acte de passé fait lien par le jeu vivant de l'image. C'est-à-dire que la production d'image, à la fois une image perceptive, une image qui va se jouer de la sensorialité urbaine, mais aussi ce qui est la matière d'œuvre de l'artiste. Et pour avoir énormément suivi, et encore, des designers, des artistes plasticiens qui font des interventions urbaines, des photographes, ils expliquent bien qu'il y a une certaine sensorialité de la ville, et que de toute façon, ce n'est pas que du regard. Ou alors le regard, c'est l'ensemble de tous les sens. Et c'est la posture du corps. Et ce que m'ont expliqué les photographes, c'est là où la photographie est importante, c'est toujours la position du corps. Ils savent très bien qu'en fonction de la position du corps, s'ils ratent une image ou s'ils ne la ratent pas. C'est absolument incroyable. Et mieux, on a fait l'expérience de mettre plusieurs photographes artistes sur en observant pratiquement la même réalité. Eh bien, il n'y aura jamais la même image. Jamais, jamais, jamais. Donc c'est ça la question fondamentale du passage. Le passage, c'est quand finalement se dérobe l'objet. Parce que l'art et l'urbain ne travaillent pas sur l'objet. J'expliquerai sur quoi ils travaillent. Donc, s'il habitait la question anthropologique majeure que pose le passage de l'image comme pratique de l'urbain, alors on pourrait dire que, du point de vue épistémologique, il faut avoir
en tête de questionner la pratique. On l'a bien vu avec Marc-Antoine. C'est-à-dire que ça commence, l'urbain, avec tous les savoir-faire. Alors, les savoir-faire des puissants qui décident du politique, le savoir-faire des constructeurs, hein, le savoir-faire des financiers, mais aussi le savoir-faire des habitants, qui est complètement dénié toujours. Il y a un savoir-être et un savoir-faire de l'habitant, parce que la rue, par exemple, est un formidable lieu de mémoire qui peut être constamment réactivé. Hein, parce que dès qu'un artiste se met à danser, eh bien quelque chose là est renversé d'un ordre, d'une évidence hyper exposée, je dirais. Donc, le fait de déambuler, de parcourir, de traverser un lieu pas à pas, hein, même si apparemment c'est un acte banal, eh bien, ça suscite un faire-image. Hein. Voilà. Et cette question-là est absolument fondamentale, puisque je dirais que la ville franchisée, à tout craint, essaye que ça ne fasse pas image. Essaye de faire en sorte que dans la sensorialité même, tu parlais d'immersion, mais bon, c'est très compliqué cette histoire, il faut aller voir au ZKM, c'est intéressant ce qu'ils disent au ZKM, parce que c'est de l'espace-temps, en fait. C'est la question de l'espace-temps. Comment reconfigurer sans cesse par le geste urbain, la gestuelle urbaine, pour parler un peu comme Moss. Hein. Il y a une espèce de technique du corps urbain qui, de toute façon, nous entraîne, nous guide dans un mouvement inattendu. Hein. Voilà. Alors je dirais que l'urbanisme contemporain, en aménageant des espaces de plus en plus sécurisés, hein, planifiés, contrairement à ce qu'on peut croire, alors plus planifiés évidemment par l'État, on n'est plus dans l'urbanisme fonctionnaliste, mais planifiés par les grands ensembliers aux mains des grands financiers. Enfin, financiers, j'aime pas ça, spéculateurs, on va dire. Parce que la finance, il ne faut pas non plus là. Bon. Donc, les espaces de passage, hein, finalement, considèrent l'habitant non pas comme un simple usager, hein, qui effectue des itinéraires. Alors là, je renvoie de façon extraordinaire. Alors, bien sûr, c'est chargé un peu de sémiologie, mais pas vraiment. Enfin, de Goyard, où il explique la question de l'ambivalence, de la polysémie, etc. Hein. Voilà, il dit où on bifurque, qu'est-ce que c'est que là où on bifurque, là où finalement on combine des espaces avec d'autres pour faire un itinéraire. Hein. Je renvoie aussi bien sûr à tous ces plasticiens qui, et là j'aurais bien, je vais vous faire quand même, dans la lignée du situationnisme, parce que c'est absolument génial la théorie des rives, je vais le lire d'ailleurs, parce que tout le monde le cite mais personne ne lit. Les documents, enfin personne n'exagère, mais donc c'est absolument, vous allez voir ça, je vous promets, pas la lune, mais je vous promets quelque chose d'assez incroyable. Je lis. Donc c'est d'abord, c'est pas, pour ceux qui ne connaissent pas Guy Debord, d'abord Guy Debord est d'abord un poète, hein, est d'abord quelqu'un qui travaille avec Isidore Isou dans le mouvement international du lettrisme, et qui va progressivement comprendre, peut-être je finirai par la scène, par la question de la scène, quelque chose de fondamental, qui est que la pratique de l'urbain renvoie à une poétique du mouvement, mais qui est historique. C'est-à-dire que la promenade, ça s'invente, que le voyage, ça s'invente, que l'excursion, ça s'invente. Et donc, les formes de l'urbain, ce sont des formes politiques. Évidemment. Alors, voilà ce qu'il dit. La dérive se définit comme une technique du passage hâtif à travers des ambiances variées. C'est en 1956. Et il comprend quelque chose qui se passe. Le concept de dérive est indissolublement lié à la reconnaissance des faits de nature psycho-géographique, des faits. Et ça m'intéresse parce que il y a des choses chez Roland Barthes sur la question de l'effet qui est absolument fondamentale. C'est-à-dire que l'effet n'est pas simplement un effet rhétorique,
contrairement à son... D'ailleurs, dans la question du vraisemblable, je signale, Barthes confond un peu, enfin il mixte un peu poétique, la poétique et le... mais ça on pourrait y revenir ce soir. La question, il mixe la poétique donc d'Aristote et la rhétorique. Le psychogéographique dont il parle, c'est donc, il dit, l'affirmation d'un comportement ludique constructif, ce qui l'oppose en tout point aux notions classiques de la promenade et du voyage. C'est-à-dire qu'en fait, le flâneur se promène encore. Celui qui dérive, on a dit beaucoup d'imbécilité, parce que je signale quand même qu'il cite Chambardelot, c'est-à-dire qu'il a lu Chambardelot de bord quand il parle. Ce qui n'est quand même pas rien. Et surtout, autant Benjamin se reconnaît des avant-gardes, c'est-à-dire notamment du surréalisme, mais lui, c'est intéressant parce que c'est plus la même époque du surréalisme, Debord se situe contre le surréalisme. C'est très précis. Et il va du côté de la poésie sonore, il va du côté de la matérialité du signifiant, et dans sa sensorialité, dans sa manière de faire forme. Alors, je cite encore, non, ça va être long. Donc, ça va, je peux? Non. Oui. Bon, donc, si je passe à Henri Lefebvre, Henri Lefebvre, non, mais c'est très important, parce que, pourquoi? Parce que c'est évidemment le moment, dans ces années 50, 60 et 70, où se construit une tension, je dirais, très forte, puisque on a parlé du bouleversement de la ville haussmannienne, mais cette ville des grands ensembles, cette ville où l'on va opposer le centre bourgeois aux grands ensembles de banlieue. Je rappelle, Sarcelles, c'est des années 50 aussi. Donc, au moment où, finalement, les artistes, je vous dis Oscar Jones, évidemment, du situationnisme, travaillent sur cette question de la dérive, au même moment, on construit des grands ensembles, on casse Paris, et on va vider aussi, au nom de la fonctionnalité, que Baudrillard, je dirais, va très très bien théoriser, quelque chose, et c'est pour ça que la question du spectacle est beaucoup plus complexe qu'on croit, même chez Lefebvre. C'est-à-dire que chez Lefebvre, il dit c'est la mémoire qui bouge. Henri Lefebvre, il parle très très bien de la question de la temporalité, et il dit, avec ce bouleversement urbain, ce qui est tout à fait important, alors là, il est un peu, je dirais, assez anti-technique, mais en même temps, il dit attention, on n'est pas dans une société technicienne, comme certains pourraient le croire, c'est un peu trop moraliste. Il dit, c'est l'usage social du corps qui change. L'usage social du corps qui change. Et il dit, finalement, regardons comment les expressions physiques construisent des ensembles signifiants. C'est-à-dire que les gestes, les mimiques, les mouvements, finalement, ne se métamorphosent pas, mais se transforment au sens matériel du terme. C'est-à-dire, c'est une manière de satisfaire ou de décevoir les émotions, les sentiments qui nous animent, et même le rêve. Donc, il va aller très très loin dans cette question-là, en disant, alors ça c'est très intéressant, regardez comment il parle de la question cool, c'est en 1974, sur la question de fonctionner le quotidien, parce qu'on nous voudrait nous faire croire que la ville, aujourd'hui, n'est pas encore du côté de l'automobile. Ben si, elle est grandement encore, enfin l'urbain a démultiplié ça, puisqu'on n'arrête pas de faire des grands contournements qui continuent. C'est-à-dire, l'automobile, n'oubliez pas, c'est l'objet extraordinairement structurant de l'économie. Voilà. Donc, voilà ce qu'il dit. Il n'y a pas de drame apparent, on s'installe dans le cool. On dédramatise, vous voyez les quartiers bobos. On dédramatise, il n'y a plus de drame, seulement des choses, des certitudes, des valeurs, des rôles, des satisfactions, des petits jobs, des situations, des fonctions. Pourtant,
des forces colossales s'abattent sur le quotidien. Elles le saisissent pour le pétrir, l'étouffer, le traquer jusque dans le départ, la rupture, le rêve, l'imaginaire. C'est absolument génial. C'est-à-dire que là, on voit bien comment la question de l'imaginaire est une question éminemment politique et ne peut être traitée qu'à travers la pratique. Et là la pratique de l'urbain en l'occurrence. Baudrillard va en remettre une couche, toujours en 68, qui est son étude, enfin c'est avec lui qu'il fera sa thèse, Baudrillard. Et c'est très intéressant parce que Baudrillard va parler par exemple du verre, des matériaux, hein, des couleurs. Ce qui m'intéresse beaucoup dans le design, c'est ça, du chaud, du froid. Et alors, il y a une définition de l'ambiance qui m'intéresse vraiment. Hein. Il parle de l'intérieur d'ambiance aussi. C'est très intéressant parce que dans ce livre-là, il met évidemment la question comment on pourrait dire ça, la question de l'objet du côté d'un pur signe, alors que ces derniers livres, il dit ce qui résiste, c'est l'objet. C'est très intéressant ça, son rapport à l'objet qui est totalement ambivalent. Et d'ailleurs, il faudrait y réfléchir sérieusement, parce que ça me paraît très intéressant. Donc, en fait, c'est la question de l'homme, comment il entre en relation à travers des ambiances. Hein, comment il se présente à travers... Donc, par exemple, il dit... une certaine relation est toujours de rigueur, mais elle doit rester mobile, fonctionnelle. Hein. C'est-à-dire qu'on doit rester dans une fonctionnalité de la relation. Hein. Et donc la subjectivité est tout à fait résolue, il n'y a plus aucun problème, il y a juste des problèmes de type de relation. Alors voilà, je suis un peu à distance, c'est cool, tout est bien, je t'aime pas, voilà, c'est une ambiance cool, c'est pas une ambiance cool, mais enfin voilà. 5 minutes. Alors, c'est intéressant ce qu'il dit aussi, je note, la sexualité elle-même, dans sa conception moderne, rejoint ce type de relation, différent de la sensualité, qui elle est chaleureuse et instinctuelle. La sexualité est chaude ou froide. Hein. C'est par là qu'elle devient un lieu d'être, pur et simple, une valeur d'ambiance. La sexualité comme valeur d'ambiance. Je trouve ça absolument génial, parce que c'est exactement ce qu'on dit. Voilà. Alors, il y aurait tout un tas de choses sur l'appropriation à dire, mais j'arrête, hein, parce que La scène. Ah, la scène. La scène. 5 minutes, la scène. Mais je vais revenir à Duvigneau, justement. Non, mais essaye de traiter, est-ce que tu peux faire la scène aujourd'hui? C'est-à-dire, en fait, là, tu refais une histoire... Ah non, je parle d'aujourd'hui. Je parle de la survivance de l'image. Je parle très précisément d'aujourd'hui. Je ne fais absolument pas une histoire rétrospective. J'essaie d'expliquer comment ça survit. Ça, c'est une nouvelle scène, ça. Alors, ça, c'est une nouvelle scène. Mais justement... Dans l'espace public, ils ont un masque. Oui, mais justement, c'est pour ça que... Mais justement, il faudrait parler d'étendue scénique à ce moment-là. Alors là, je ne sais pas si c'est possible, hein, mais peut-être. Parle-nous d'Anonymous, alors. Pourquoi tu les as choisis, là? Ah ben, c'est juste comme ça. Pour vous faire réfléchir. Non, j'ai d'autres choses. C'est parce que je voulais montrer que la rue est encore, de temps en temps, ouverte à des agitations corporelles. Mais très régulées, dans un temps, dans un espace, avec des encadrements de flics, etc. Et n'oubliez pas que la barricade a été une très bonne construction pratique pour résister, au pouvoir. D'ailleurs, il y a eu la révolution de 48, il y a eu la commune, etc. Donc, alors, je voudrais, si je trouve mes papiers, vous parler de la scène. Mais je ne sais pas si j'ai le temps. 3 minutes. 3 minutes, en 3 minutes. Alors, voilà, l'étendue scénique. Alors, comme vous le savez, comme j'ai passé ma thèse d'habilitation là, il n'y a pas longtemps, je me suis tapé, enfin Patrick le sait, mais j'ai lu vraiment, je pense, dire les 98% de Duvigneau, mais ça fait des milliers de pages quand même, et c'est très très intéressant. Pourquoi Duvigneau? J'enseigne aussi d'ailleurs cette question-là aux étudiants de théâtre. Hein. Alors, les travaux de Duvigneau sur la constitution de la scène dramatique occidentale, et plus largement sur la question du rôle de l'imaginaire dans le fait civilisationnel, ça fait bien, restent d'actualité pour comprendre la question du nous. La question du nous, voilà. Conçue comme processus de subjectivation.
paradoxalement. Hein. C'est-à-dire ce qu'il appelle un signifiant collectif. Je trouve ça absolument génial parce qu'il ironise totalement la psychanalyse. Et plus largement la question de l'image comme corporéité œuvrante. C'est moi qui rajoute ça, hein, échappant au signe. C'est ça, c'est ça. C'est que l'image échappe au signe. Non pas au régime des signes. C'est pas la même chose, comme dirait Deleuze. Elle échappe au signe, au sens d'un signe. C'est-à-dire une plus petite division du sens. Hein, comme si on pouvait découper le sens en sème, en même, en machin. Ça ne marche pas comme ça. Mais ça, je n'ai pas le temps de parler de Humboldt et de toute la tradition linguistique. On n'a pas le temps. Bon. Alors, je suis tellement content d'avoir participé à ton séminaire. J'espère que vous n'emmerdez pas. Non, pas du tout, mais alors, il y a du monde après. Jean Duvigneau s'attache à montrer dans ses travaux en quoi l'acte de représenter collectivement est anthropologiquement et esthétiquement fondamental pour créer du corps social. Ce qui l'intéresse, c'est de comprendre comment la vitalité créatrice d'une société prend forme, hein, dans ce qu'il appelle la dimension socio-dramatique de la vie ordinaire. Hein. Il dit de la vie, moi j'ajoute ordinaire. La dimension socio-dramatique. Alors c'est quoi ça? Donc, toute réflexion sur l'image passe donc pour lui, parce qu'il a beaucoup écrit sur l'image, hein, c'est pas trop connu, mais par la prise en compte de la dimension anthropologique de la représentation et de l'expression du sensible. Donc, le sensible, c'est pour lui la réalisation concrète des formes. Ce phénomène donc existe dans toutes les sociétés humaines. À travers l'étude de la théâtralité, donc, il montre que la ritualisation est toujours en jeu, hein, et elle concerne évidemment plus que la question de l'art, elle concerne évidemment tout ce qui va exprimer le spectacle dans une dimension qui va relier l'image à l'imaginaire et au symbolique. Parce que le problème de ces spectacles contemporains, puisque j'en vois au moins 50 par an, c'est que justement, il n'y a pas ce rapport, puisqu'au départ il y a la publicité, de toute façon, on pourrait le montrer. C'est-à-dire un réemploi de l'expérimentation plasticienne. Puisqu'on a énormément de créativité aujourd'hui, je crois qu'on est à un moment extraordinaire, soit les designers, les jeunes qu'on voit, etc., même les jeunes de théâtre, etc., il y a une puissance extraordinaire, mais qui est totalement et de manière, d'aucuns parleraient d'ersatz, hein, etc., dédramatisée. Hein. C'est-à-dire que, à force de faire du drame pour le drame, il y a du drame partout. C'est-à-dire, hein, c'est toujours la question de l'euphorie. Ce qui va ensemble, évidemment, c'est l'euphorie de la publicité et la dysphorie de ce qu'ils appellent les actualités, les informations. Voilà, c'est toujours dysphorique. Ça va ensemble, c'est-à-dire que la publicité et ce que vous voyez aux 20h, c'est exactement la même chose. C'est exactement le même procès. C'est pour ça que peut-être la toile au détour. Donc, je dirais que la nouvelle scène, les nouvelles scènes qui émergent, hein, sont des scènes où d'une certaine manière, le repli de certains, le repli identitaire de certains, rencontre, et justement par les nouveaux phénomènes des réseaux sociaux, que je crois très importants, parce qu'au bout du compte, on éprouve le besoin de se voir, hein, de faire événement, de faire corps, de faire cérémonie, de faire manifestation, hein, eh bien, sont peut-être... et je ne parle pas des écoquartiers, on en parlerait, qui sont sécuritaires, je appelle ça des écoquartiers sécuritaires, on pourra en parler, une manière de reconfigurer le paysage, les paysages de l'urbain, hein, au moment où, d'une certaine manière, je passe d'une ambiance à une autre, d'un rythme à un autre, du plein emploi du signal, hein, par exemple le signal de la circulation, qui est extrêmement violent, hein, puisqu'il va contrecarrer toutes ces ambiances, comment on pourrait dire, diffuses, comme tu dis Alain, comme ça, diffuses, enfin, qui peuvent être facteurs de poétique. Donc tu vois, il y a cette tension-là forte. Donc, voilà, j'arrêterai là. Merci. C'est sympa. Excusez-moi, j'ai été trop long comme d'habitude. Non, c'est bien, c'est bien. Excuse-moi, mais je dois absolument partir. Bon, vas-y, Alain. En plus, tu as été cité, donc... Bah, heureusement.
Non, enfin, bon, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Ça me faisait penser, lorsque tu parlais, par exemple, des photographes, de la situation du corps dans les lieux, dans les espaces urbains. Je ne sais pas si tu connais, il y a eu une exposition à la Villette cette année, L'œil sur les rues. Donc en fait, c'était des vidéastes. Oui, c'est des vidéastes, oui. Capter, je ne sais pas comment on peut dire, des situations dans les rues, dans le monde entier. Hein. Il y avait vraiment plein d'écrans partout, je crois que je l'ai vu ça. Ouais, je l'ai vu. Et moi, ce qui me frappait là, c'était le fait que justement, on ne peut pas dissocier le territoire subjectif et le territoire matériel dans les images qui nous étaient proposées. Donc il n'y a aucune intentionnalité d'objectiver en gros la forme, une forme réelle, quoi, une forme de réalité urbaine. Mais paradoxalement, c'est justement à travers ce territoire expressif, en fait. Hein. Donc ça renvoie peut-être à Guattari aussi. Hein. Oui. La question de l'expressivité tu as un peu parlé là tout à l'heure. Oui, tout à fait, mais on tourne autour de ça, je trouve, un petit peu. Hein. Autour de la question de la subjectivité, je sais pas comment, du travail de la subjectivité. Oui, du travail de la... Le psychanalyse parle plutôt de subjectivation, mais bon, c'est pas grave. Mais qui rencontre quand même quelque chose du réel, dans le sens où quand même le réel reste donné. Hein, il nous échappe de façon permanente. Alors ça, les photographes courent après, ou les vidéastes, ou les cinéastes, ils courent après, en un certain sens, tout en restituant effectivement ce réel à travers des formes expressives, à travers des manifestations de la subjectivité à l'œuvre. Hein. Tu vois, c'est un petit peu ça que moi j'ai ressenti dans l'exposé. Il y avait toute cette dimension en fait de l'intime. Hein. Je n'osais pas dire le mot, mais disons-le. Hein. Oui, mais justement, c'est bien ce dont je parle. C'est-à-dire que d'un côté, il y a de l'intime là, et de l'autre, il y a du pseudo-intime. C'est-à-dire, quand tu regardes la mise en scène de tous les magasins, c'est pas de l'intime, justement. C'est quelque chose qui ferait croire que c'est de l'intime, notamment aux jeunes filles, etc., ou aux jeunes gens, etc. C'est-à-dire qui nous dirait, c'est ça la séduction. C'est ça, être pleinement dans la possession de sa sexualité, de son narcissisme, de sa manière de s'exposer, puisque j'ai bien parlé que la question du passage, c'est bien la question de la présentation de soi en public. Et moi, je travaille beaucoup avec des jeunes artistes contemporains. Tout d'un coup, quand tu leur dis « présentez votre démarche, présentez votre travail », eh bien, qu'est-ce qui se passe? Quand c'est plus les formes... D'ailleurs, les grands architectes, j'ai aussi côtoyé une nouvelle, il met en scène de façon extraordinaire dans les présentations de projets. C'est-à-dire qu'il casse tous les codes et c'est une scénographie absolument... c'est de la danse, du théâtre, et c'est jusqu'à la voix de la personne qui s'exprime, etc., comment il s'habille, etc. C'est-à-dire pour essayer de déconstruire justement la présentation. Mais on en revient à Marin, la question de la présentation, de la représentation. Hein. C'est-à-dire que tout se passe dans ce que j'appelle... la médialité, est-ce que j'ai un nouveau concept, enfin nouveau, je ne sais pas, ça n'a pas été trop mal jugé, hein. La médialité, c'est pas la médiation, la médiation c'est trop hegelien, c'est trop dialectique. La médialité, c'est le moment où, et ce dont tu parles, je suis en train d'écrire un travail sur l'effet de réel dans le théâtre contemporain. Eh bien c'est tout à fait ça, c'est-à-dire la médialité c'est le moment où ce que j'appelle le support-espace d'énonciation de visibilité, si tu veux, d'aucuns parleraient de milieu, saisi à la fois, mais dans un mouvement qui n'est pas contemporain, justement, si tu veux. Le signe et, enfin pas justement le signe, la forme et ce qui pourrait être de l'objet, tu vois, peut être de l'objet. C'est-à-dire que la signifiance se place, alors ça c'est assez complexe à comprendre, mais se place dans des, de les appeler ça des lignes de Fichte, mais moi je préfère parler des lignes d'air de notre, comment il s'appelle, de Ligny. C'est-à-dire, par hasard c'est travaillé sur les schizophrènes de Ligny, il a tout à fait compris. C'est-à-dire la matérialité, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire tout d'un coup je suis en contact, ben oui parce que c'est le corps qui parle, je peux pas être que là. Ben oui, j'y pas. Tout d'un coup il se passe quelque chose
où ce qui fait paysage n'est plus un paysage, justement, tu parlais de la fusion, est quelque chose d'impossible, oui. C'est-à-dire qui construit une figurabilité, qui construit quelque chose qui peut s'agencer, qui peut peut-être s'agencer. Parce que c'est le passage dans l'agence, dans ce qui fait agencement, c'est la question de l'événement, c'est-à-dire ce passage où l'événement n'a pas encore... C'est entre la déterritorialisation et la reterritorialisation. Quelque chose se passe, mais on ne sait pas quoi. Parce que si on le sait de toute façon, c'est l'autoréflexivité complète, on devient complètement dingue. C'est-à-dire qu'il faut absolument, et ce qu'explique le psychanalyste, on ne peut pas être dans l'image. On est toujours devant l'image, c'est-à-dire devant le temps. Parce qu'autrement, eh ben, on devient schizo, mes amis. On devient Artaud. Voilà. Et Artaud, il peut écrire des milliers et des milliers d'écrits ou Nietzsche, faire plein puisque ce qui tient à Nietzsche, d'ailleurs Rousseau aussi, nous n'oublions jamais, c'est un très très grand musicologue, Rousseau, tout le monde l'oublie, très très important, et son traité de botanique, il est totalement relié à la question de la musique. Bon, parenthèse. Ne relance pas le débat. Non, oui, je relance pas le débat. Non, mais ce dont je parlais, c'est la médialité, la question de la médialité et de l'intermédialité. C'est-à-dire que le théâtre ne parle pas que du théâtre, le cinéma ne parle pas que du cinéma, mais pas en termes de genre artistique, comme certains débiles le croient, ou de médias, c'est pas la question de ça, c'est la question de la construction même d'un langage qui, justement, ce que Certeau appelait l'hétérologie. Hein, et c'est très intéressant cette histoire de l'hétérologie, de l'hétérotopie. Bon, enfin, voilà, j'arrête. Merci.